Bonjour, chers tous et toutes. Nous sommes à la deuxième partie de notre présentation et aujourd'hui, cette partie, nous allons parler de l'aperçu de l'asile aux États-Unis. L'asile, comme vous le savez, c'est une partie de personnes qui viennent ici aux États-Unis pour demander l'asile, ce qu'on appelle en anglais asylum. So, dans notre présentation aujourd'hui, nous allons parler des quatre points essentiels qui est la première partie, c'est de parler de l'asile, de comprendre ce qu'est l'asile en général. Et la deuxième, ce serait plus les critères pour demander l'asile ici aux États-Unis. La troisième, ça sera de découvrir la procédure affirmative et défensive ici aux États-Unis. Quelle est la différence entre les deux procédures? Et finalement, nous allons parler de comprendre les droits et les obligations des demandeurs d'asile. Quand vous venez ici aux États-Unis, quels sont vos droits et quelles sont vos responsabilités en tant que personne demandant l'asile aux États-Unis. Sans plus tarder, parlons de l'asile. Qu'est-ce qu'est l'asile? L'asile, en général, c'est une protection légale, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où il y a quelque chose qui fait que vous ne puissiez pas rester dans votre pays. Si vous y restez, quelque chose de mal peut vous arriver, comme la torture, comme la mort, suite à ce qui se passe par rapport au gouvernement de votre pays, aux les faits sociaux dans la société et du coup, vous vous retrouvez aux États-Unis et vous demandez à ce que les États-Unis puissent vous protéger contre votre pays d'origine parce que vous avez peur d'être persécuté. C'est ça en général, c'est que l'asile. Et quand le motif ici aux États-Unis, ce n'est pas seulement parce que tu es aux États-Unis que tu es directement qualifié comme asile. Pour devenir officiellement à asile ici aux États-Unis, il y a cinq motifs pourquoi est-ce que le gouvernement des États-Unis peut accorder la protection de l'asile. Or, quelles sont les choses qui peuvent se passer dans ta vie qui peuvent te permettre de demander l'asile aux États-Unis? Ici aux États-Unis, c'est cinq points. Il y a d'abord la race. La race, ça veut dire que je suis noir et je vis dans un pays où on est en train de persécuter les noirs. Ils ne veulent pas des noirs. S'ils trouvent un noir, on va les tuer. Tu as eu la chance de sortir de ces pays, tu te retrouves ici aux États-Unis. Et du coup, tu demandes au gouvernement des États-Unis de te protéger parce que tu ne peux pas rentrer dans ces pays où tu vivais. La deuxième raison, c'est la religion. Je suis musulman, je vis dans un pays où c'est prédominé par le chrétien et les chrétiens sont en train de maltraiter, de persécuter les musulmans. Et je quitte mon pays, je me retrouve aux États-Unis et je demande aux États-Unis, le gouvernement américain, de me protéger parce que je ne peux pas rentrer dans mon pays ou sinon je serai persécuté. La troisième, c'est la nationalité. Je me retrouve dans un pays qui n'est pas la mienne. Je suis d'une certaine nationalité et arrivé dans ces pays, on ne veut pas de moi parce que je suis une certaine nationalité. Donc, je suis obligée de quitter ces pays et de trouver refuge dans un autre pays pour être protégée. Et tu te retrouves aux États-Unis et les États-Unis t'accordent la protection dont vous avez besoin. Et la quatrième raison, ça peut être l'appartenance à un groupe social particulier. Disons que vous êtes dans un pays où il y a des groupes sociaux. Je vais prendre par exemple, en général, par exemple, les musulmans, il y a les sunnis et les chiites, et vous êtes dans un pays de prédominance des chiites et on tue les sunnis. Vous êtes obligé, ça, bien que ça soit la religion, c'est en même temps un groupe social particulier qui est minoritaire ou qui est persécuté dans un pays où vous pouvez dire, je suis dans un côté, je vais prendre l'exemple du Cameroun, prédominance anglais, prédominance français, vous vous retrouvez dans cette situation-là parce que vous parlez français ou parce que vous parlez anglais. Dans ces parties de ces pays du Cameroun, on ne veut pas de vous, donc vous appartenez à un groupe social
particulier. So, les États-Unis peuvent vous accorder la protection. Et enfin, il y a l'opinion politique. Vous êtes dans un pays où vous êtes contre votre gouvernement parce qu'il fait des choses qui ne vous plaisent pas, ou bien il fait des choses contre les droits humains, et vous levez votre voix pour parler contre ces faits, et votre gouvernement vient après vous parce que vous êtes contre lui, et il cherche à vous emprisonner, il cherche à vous persécuter, à vous tuer à cause de ça. Quand vous venez ici, vous demandez, vous présentez les faits, les États-Unis peuvent vous accorder l'asile en ces points-là. So, ici, ce sont les 5 motifs pour lesquels les États-Unis peuvent vous accorder l'asile. Sauf si vous vous retrouvez dans une ligne de situation, encore, cherchez-vous quelqu'un qui s'y connaît mieux dans l'immigration pour vous aider à présenter votre cas à l'USCIS, au gouvernement américain, Department of Homeland Security, pour qu'on puisse vous apporter la protection dont vous avez besoin. Maintenant, nous allons parler de la procédure d'asile affirmative et défensive. Qu'est-ce que la procédure affirmative? La procédure affirmative, c'est quand vous entrez aux États-Unis légalement et dans le une année qui suit votre présence aux États-Unis, c'est-à-dire avant que vous allez au-delà d'une année, vous allez à l'USCIS et vous demandez l'asile. Vous demandez, voilà. Parmi les 5 points qu'on vient d'expliquer, si vous vous retrouvez, vous pouvez vous retrouver dans plus d'un cas. Ça peut être politique, ajouter de cela, minorité dans votre pays, social, ça peut être plusieurs, ça peut être trois, ça peut être deux. Ce n'est pas seulement un cas, ça peut aller au-delà d'un cas. So, vous demandez dans un délai d'un mois et puis vous remplissez les formulaires qu'on appelle les I-589 et 589. Encore, ne les faites pas vous-même parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut répondre et c'est truqué un peu. Il faut vraiment avoir de la connaissance sur l'immigration des États-Unis pour répondre à toutes ces questions afin que ça puisse vous permettre de présenter votre cas. Et quand vous faites vous remplissez votre formulaire, les I-589, les I-589, quelqu'un vous aide et signe, vous répondez à toutes les questions, vous présentez votre cas et surtout, vous devez avoir des documents qui supportent ce que vous dites. Ce n'est pas seulement que vous allez chez l'officier, vous dites, hey, je suis persécuté dans mon pays. Il faut que vous puissiez avoir des documents. Par exemple, avant de venir, si vous avez été arrêté, si vous avez le mandat d'arrêt, même si vous n'avez pas été arrêté, mais vous avez un mandat d'arrêt, ou si vous avez été persécuté, vous montrez, vous pouvez aller sur Internet, chercher la situation de votre pays ou la situation dans les cas où vous présentez, par exemple, la religion ou les groupes sociaux. Vous montrez vraiment que dans votre pays ou dans la partie du pays d'où vous venez, il y a cette situation. Ainsi, après cela, vous envoyez avec toutes les preuves possibles à l'officier de l'immigration. Vous n'envoyez pas ça, par exemple, au juge ou au tribunal. Ça, c'est entre vous et l'officier de l'immigration. Et quand l'officier de l'immigration reçoit votre demande, il regarde si c'est approuvé. Approuvé, cela ne veut pas dire que on vous donne l'asile, mais votre cas que vous avez présenté, ils pensent qu'ils peuvent continuer la procédure avec vous. Ils vont vous envoyer la lettre pour vous dire, nous avons reçu votre cas et nous sommes en train de procéder à votre cas. Et après, vous allez recevoir une autre lettre qui va vous demander d'aller faire les empreintes, ce qu'on appelle en anglais ici les fingerprints. Vous faites les fingerprints. Les fingerprints, c'est pour qu'ils puissent vous voir si vous n'êtes pas déjà dans le système américain ou si vous êtes déjà, voir qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des antécédents de votre personne dans le système américain comme criminel ou vous êtes entré légalement? Où est-ce que vous êtes entré pour avoir des informations sur vous? Et après, si tout est fait,
ils vont vous envoyer une troisième lettre pour ce qu'on appelle l'interview. Là, vous allez, toi et l'officier de l'immigration, il va vous poser des questions par rapport à ce que vous avez dit sur votre formulaire 589, I-589. Donc, c'est pour cela que je disais, il est très, très important de trouver quelqu'un qui puisse vous aider et vous expliquer comment cette procédure s'est faite pour que vous puissiez être préparé moralement et puis tout, vous savez, c'est à quoi vous allez vous attendre quand vous allez au bureau de l'officier de l'immigration. Et si c'est accepté, dans quelques jours, l'officier va vous dire que dans 2 semaines ou dans un mois, vous allez recevoir votre réponse. Et dans cette lettre de réponse, parfois, ils vous disent de revenir au bureau pour prendre la réponse. Parfois, ils vous envoient ça dans le mail si vous êtes approuvé ou pas, si on vous accorde l'asile ou pas. Et il ne faut jamais avoir peur de ça. Ce n'est pas un policier, ce n'est pas qu'il va vous maltraiter, c'est juste l'officier veut comprendre quel est votre problème, pourquoi vous demandez l'asile. Dites seulement ce qui s'est passé et pourquoi vous demandez l'asile ici aux États-Unis. Dans ces cas, si par exemple votre demande a été refusée, n'a pas été approuvée, on va envoyer votre dossier, on va vous donner une autre chance. La deuxième chance, ça ne sera plus avec l'officier de l'immigration, avec USCIS, mais ils vont envoyer ça au tribunal de l'immigration chez les juges parce que peut-être ils veulent beaucoup plus d'informations, peut-être il n'y a pas assez de preuves que vous avez présentées, peut-être qu'ils veulent, vous n'avez pas défendu votre cas comme il le faut, alors ils vous envoient au tribunal de l'immigration. Je vais souligner une chose. Dans la procédure affirmative, vous n'êtes pas obligé d'aller avec un avocat. La présence d'un avocat de l'immigration n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller vous-même. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous voulez, d'être accompagné par un avocat. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aller par vous-même, vous pouvez aller avec un avocat, mais ce sera beaucoup plus entre toi et l'officier de l'immigration qui va vous poser des questions. Et généralement, l'avocat n'est même pas là pour vous défendre. C'est plus vous-même, vous vous défendez et à la fin, l'officier de l'immigration peut poser une question à l'avocat s'il a quelque chose à dire, mais ça sera beaucoup plus vous, ce qui est très différent de la procédure défensive. Nous passons maintenant à la procédure défensive. La procédure défensive, c'est quand, comme je dis, votre procédure affirmative n'a pas été approuvée, on vous envoie chez les juges et directement, ça devient maintenant une procédure défensive. Au-dessus de cela, la procédure défensive, c'est aussi pour ceux qui sont entrés illégalement aux États-Unis. Ils sont entrés par la, bo- le, sans inspection et alors leur cas est directement, vous ne passez pas par l'officier de l'immigration, vous êtes envoyé directement au tribunal de l'immigration. Et là, les étapes sont différentes par rapport à la procédure affirmative. Avec la procédure défensive, la première chose, c'est on vous envoie la lettre de comparution, ce qu'on appelle Notice to Appear. Vous devez aller vous présenter chez le juge et quand vous arrivez là-bas, le juge vous écoute, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et le juge vous dit la seconde étape, qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, contrairement à la procédure affirmative, vous êtes obligé, vous devez, pas vous êtes obligé, mais le juge vous dit toujours, il serait mieux que vous vous présentez avec un avocat de l'immigration. Ils savent pourquoi ils disent ça, parce que c'est tellement complexe parfois qu'il est bon que vous ayez quelqu'un qui comprend mieux le système pour pouvoir vous défendre. Et le demandeur, après,
quand le juge, vous vous présentez devant le juge, vous dites votre cas, il vous donne les rendez-vous pour revenir et vous dit ce que vous devez présenter, tout la même chose avec les preuves pour l'asile affirmatif, mais pour pour la procédure défensive, vous avez besoin de beaucoup plus de preuves. Vous devez vraiment fournir des preuves et quand vous présentez ça, finalement, le juge va vous donner un rendez-vous pour les audiences. Il y a les audiences. La première audience, c'est l'audience préliminaire, ce qu'on appelle le master hearing. So, vous venez là, le juge écoute, vous pose des questions sur votre cas et ce que vous présentez. Et finalement, le merit hearing, c'est là où vous avez la deuxième chance de vous défendre et encore s'il y a des choses que les juges trouvent que ce n'est pas compatible avec ce que vous dites et finalement, le juge va vous appeler pour prendre sa décision si il peut vous accorder l'asile ou pas. Et là, c'est la décision du juge. C'est le juge qui demande, qui décide si il peut vous accorder l'asile ou pas. Donc, encore pour dire en deux mots, la procédure affirmative, c'est entre toi et l'officier de l'immigration et avec l'USCIS et vous présentez votre cas et l'officier de l'immigration prend une décision. Au cas où vous n'êtes pas approuvé, l'officier de l'immigration envoie votre cas au tribunal de l'immigration, là où vous allez maintenant aller à la procédure défensive. Et la procédure défensive est aussi pour les gens qui sont entrés illégalement, directement, automatiquement, ils vont au tribunal de l'immigration sans pour autant aller avec l'USCIS. So, maintenant que nous avons une image, la différence entre la procédure défensive et la procédure affirmative, nous allons maintenant parler des droits du demandeur d'asile. Retenez que quand vous demandez l'asile, vous n'êtes pas encore légalement approuvé de rester ici aux États-Unis. Néanmoins, vous êtes protégé. Dans quel sens que vous avez une procédure qui est en cours, donc, entre guillemets, légale de rester jusqu'à ce que la décision soit prise. Pendant que vous attendez la décision chez le juge ou chez l'officier de l'immigration, quand vous remplissez les I-589 ou quand vous faites entrer votre dossier chez le juge de l'immigration, du moment où vous recevez l'accusé de réception, cette date-là, vous devez commencer à compter à partir de la date qui est sur l'accusé de réception après 180 jours. Même si la décision n'est pas prise, vous avez le droit de demander le permis de travail. Vous devez compter 180 jours. Après ces 180 jours, il y a la forme, le formulaire qu'on appelle I-765. Peu importe la procédure affirmative ou défensive, après 180 jours, vous demandez, vous remplissez le formulaire I-765 et la même procédure, on va vous envoyer l'accusé de réception. Dans un cas ou dans un autre, ils peuvent vous demander de refaire encore le fingerprint, c'est, les empreintes. Ils peuvent vous ne pas, ça dépend de la manière dont vos empreintes se présentent dans le système. Si les empreintes sont très bonnes dans le système, ils vont plus vous demander de refaire les empreintes. Mais si ils se voient pas très bien, ils vont vous demander de refaire encore les empreintes. Et après quelques jours, ça prend généralement, ça prend euh, 90 jours. Pour les Français belges, 90 jours. So, après les 90 et les 90 jours, ils vont vous envoyer le permis de travail. Et là, vous êtes, même si vous n'êtes pas approuvé encore pour l'asile, mais vous avez le droit de travailler aux États-Unis. Vous pouvez trouver du travail et travailler en attendant que l'USCIS ou le juge de l'immigration puisse prendre une décision sur votre cas de demande d'asile.
Et après avoir reçu cette attente, vous avez accès, si vous êtes approuvé de deux côtés, affirmative ou défensive, vous avez accès limité à certains services sociaux, comme vous pouvez demander si votre income, votre salaire est très bas, vous pouvez demander des choses comme les santé, l'assurance maladie. Vous pouvez demander des choses comme food stamp pour peut vous aider avec à manger, une carte pour vous aider à subvenir à vos besoins alimentaires mensuels. Il peut vous donner, vous pouvez avoir accès à certains droits pour mais c'est limité différemment à ceux qui sont, par exemple, les permanentes résidentes et citoyens américains. Et quand, après avoir été approuvé, vous pouvez faire venir directement votre famille directe. Dans les 2 ans qui suivent votre approuve, votre asile, si elle est accordée, les Department of State vous donnent 2 ans où ils vous donnent la possibilité d'amener, de faire venir votre famille ici. Et là, c'est seulement la famille directe. Quand on parle de la famille directe, c'est-à-dire votre partenaire, votre femme ou votre mari et vos enfants. So, vous avez la possibilité d'amener vos enfants et vos partenaires. Seulement votre partenaires et les enfants. C'est ça, les familles directes qui sont qualifiées entre les formulaires I-730. So, dans les 2 ans, et c'est gratuit. Encore, il est toujours mieux de demander de l'aide, de trouver quelqu'un pour vous aider afin que vous puissiez faire venir votre famille dans les 2 ans qui suivent votre asile ici aux États-Unis. Quand vous avez reçu votre asile, une année après avoir reçu votre asile ou être approuvé pour votre asile, vous pouvez demander la green card. Par exemple, vous avez reçu votre asile le 13 septembre 2024. Jusqu'au 13 septembre 2025, vous pouvez appliquer avec le formulaire AI 485 pour demander la green card et devenir résident permanent ici aux États-Unis. Et quand vous arrivez comme résident permanent, euh, un point que je devais vous dire, quand vous appliquez pour les I-730, vous pouvez seulement déclarer vos enfants qui ont moins de 21 ans. Vous pouvez demander que vos enfants qui ont moins de 21 ans de venir ici aux États-Unis, de vous rejoindre dans les 2 ans. Et quand vous avez la green card, maintenant, vous pouvez demander pour vos enfants qui ont plus de 21 ans en tant que résidents permanents. Ça, c'est un peu la différence de demander la réunification familiale entre sous euh, I-730 et I-485. Et finalement, quand vous avez votre green card, après 5 ans d'obtention, pas après 5 ans d'obtention d'asile, mais 5 ans d'obtention de green card, là maintenant, vous pouvez demander de devenir citoyen américain. Une chose très importante, vous savez, vous pouvez venir ici aux États-Unis et ça prend du temps pour que vous puissiez avoir votre asile. Ça peut prendre une année, 2 ans, 3 ans. Mais une chose, il faut jamais oublier, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de retourner dans votre pays d'origine d'où vous demandez l'asile. Vous êtes de l'Éthiopie, vous demandez l'asile aux États-Unis, l'asile vous est accordé, même si elle ne vous a pas encore accordé, vous n'avez pas le droit de retourner dans votre pays d'origine qui est l'Éthiopie. C'est pas seulement l'Éthiopie, c'est un exemple que j'ai pris par n'importe quel pays du monde.
d'où vous venez. Donc, vous n'avez pas les droits. Mais vous avez les droits de voyager dans d'autres pays. Et dans ces cas-là, vous devez demander ce qu'on appelle les travel documents. C'est un document, ça se présente un peu comme le passeport, mais ce n'est pas un passeport, c'est juste pour montrer que partout où vous allez, vous êtes sous la protection des États-Unis. Et vous devez demander ça. Ça prend 6 à 1 année pour obtenir ces documents. Et vous pouvez aller voyager dans d'autres pays, mais jamais dans votre pays d'origine. Vous ne rentrerez plus jamais dans votre pays d'origine jusqu'à ce que vous deveniez citoyen américain. Et en plus, vous n'utiliserez plus jamais votre passeport venant de votre pays. Donc, du moment où vous recevez l'asile ici aux États-Unis, oubliez votre passeport de votre pays. Vous n'allez plus jamais l'utiliser jusqu'à ce que vous deveniez citoyen américain et vous pouvez appliquer pour le passeport américain. Euh, Nous avons parlé des droits des demandeurs d'asile et d'asile, si vous êtes approuvé d'asile. Maintenant, parlons des responsabilités du demandeur d'asile ou si vous êtes approuvé d'asile. Vous devez collaborer avec les autorités. Si par exemple, vous demandez l'asile et que cette autorité peut être le juge de l'immigration, peut être l'officier de l'immigration, peut être votre avocat qui est en train de vous aider et si vous dites, par exemple, que je vais avoir les détails sur tel problème ou je vais avoir les preuves sur tel cas que vous avez parlé, je comprends que parfois ça peut être frustrant. Par exemple, vous dites une chose, on ne vous comprend pas, vous êtes sûr que c'est ça, mais on vous demande des preuves. C'est parfois frustrant, mais vous devez vraiment faire l'effort de collaborer avec les autorités pour qu'on puisse vous aider à obtenir ce que vous demandez. Vous devez aussi, il peut arriver qu'il y ait beaucoup de rendez-vous différents rendez-vous, ça dépend du cas et présentez-vous toujours au rendez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un point, nous allons partager un peu avec ça, avec les réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais il est que nous entendons, vous allez au rendez-vous et puis ICE est là, il vous prend. Ça, ce sont des cas isolés. Pour le moment, nous parlons des choses, comment les choses doivent se faire. Et je sais que vous, dans votre tête, ça se passe, mais qu'est-ce qu'on doit faire si on se présente au rendez-vous et nous sommes déportés? Nous allons parler de ça dans un autre de nos présentations. Et aussi, quelque chose de très important, il faut jamais mentir à l'immigration. Il faut jamais mentir. Comme je dis, on va prendre vos fingerprints, on va savoir où est-ce que vous avez vécu, surtout quand vous changez d'adresse et tout. Ils vont suivre tout ça. Alors, faites l'effort de ne pas donner des informations qui sont fausses. C'est mieux de dire la vérité et d'être à l'aise dans ce que vous allez dire plutôt que de mentir. Et après, pendant l'entretien, vous ne savez plus ce que vous avez dit, ce qui est vrai, parce que ça se passe très souvent. On a certains cas comme ça. Loin de nous, l'idée de vous faire peur, mais plutôt de réveiller en vous cette confidence que si vous dites, vous présentez les choses et vous suivez la procédure telle que présentée, vous avez beaucoup de chances et surtout si vous demandez de l'aide, vous avez beaucoup de chances que votre dossier puisse être approuvé. Euh, il y a les droits, il y a les responsabilités, mais soyons réalistes, n'est-ce pas qu'il y a aussi des défis et des défis dans toute situation? Parlons-en alors. Les défis par rapport à l'immigration aujourd'hui, c'est des délais très longs. Nous avons des cas de gens qui ont appliqué pour l'immigration depuis 2020, ça fait 5 ans, ils sont là, ils savent pas est-ce qu'ils sont approuvés, ils sont pas approuvés. Il y en a qui sont 2 ans, il y en a quelques mois. Les délais, ça prend maintenant plusieurs mois ou plusieurs années d'attente, spécialement pour les gens qui ont appliqué avant 2025.
toutes les personnes, beaucoup de personnes qui ont appliqué avant 2025, ça a pris des mois, des années et certaines continuent à attendre. Contrairement à maintenant, ceux qui appliquent maintenant, la procédure va un peu beaucoup plus vite parce que c'est ce que l'administration, la nouvelle administration a décidé que l'on puisse aller beaucoup plus vite dans le cas des immigrations pour que ça ne puisse pas être saturé. Mais on reconnaît, et c'est une réalité, qu'il y a des gens qui attendent depuis des années et depuis des mois. On voulait juste vous dire de ne pas vous décourager. C'est une procédure. La procédure est différente de chacun, chacune. Soyez patient. Ça peut être frustrant, ça peut faire peur, mais aussi longtemps que le dossier est en cours, aussi longtemps qu'on ne vous a pas dit que vous êtes déporté, le dossier est en cours et soyez patient et beaucoup de courage pour ça. Aussi, aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'il y a vraiment la politisation de l'asile. L'asile, c'était avant, c'était plus le département de Homeland Security, USCIS, en train de gérer sans ça pour autant que ça puisse être entré en politique. Quand je parle de politique, vous comprenez, les républicains, les démocrates, même si tous reconnaissaient ils devaient faire quelque chose par rapport à l'immigration ici aux États-Unis, mais ça n'avait vraiment trop rien à voir avec le parti politique. C'était beaucoup plus par rapport au pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette situation est politisée que on ne sait pas quoi faire, on va faire avec et essayer d'être juste droit et logique dans ce que nous faisons pour ne pas taper à côté. Et aussi, il y a des difficultés à prouver la persécution. Vous pouvez, comme je l'ai dit, être conscient que d'où vous venez dans votre pays, vous avez la chance d'être persécuté par rapport à les 5 raisons que j'ai présentées. Mais parfois, c'est très difficile de prouver ça, surtout si c'était un cas vraiment particulier où vous n'avez pas de preuves tangibles. Comme par exemple, vous n'avez pas de preuves que vous n'avez pas de mandat d'arrêt venant de votre gouvernement qui montre que on vous cherchait, mais au fond de vous, vous savez que ça s'est passé ainsi. Il n'y a pas besoin d'avoir mandat d'arrêt, mais il y a des gens qui vous cherchent, qui viennent dans votre maison et tout. Parfois, c'est difficile de convaincre l'officier de l'immigration ou de convaincre le juge par rapport à ça. Mais toujours, comme je dis, trouvez-vous un spécialiste de l'immigration pour vous aider à naviguer toutes ces réalités où parfois vous vous sentez coincé. Il y a toujours une solution. Ceux qui connaissent bien l'immigration ici aux États-Unis vont vous aider à contourner ou comment présenter de telles situations. Il y a toujours une solution. Or, le refus. Comme vous le savez, toutes les demandes de l'asile n'est pas toujours favorable. Il arrive des moments où le juge, bien que vous soyez dans la procédure affirmative, on vous envoie dans la procédure défensive. Même là, vraiment, c'est refusé. On vous dit que vous n'êtes pas crédible pour l'asile aux États-Unis. Et c'est là, quelles sont les raisons qui peuvent faire que vous ne puissiez pas être prouvé pour l'asile ici aux États-Unis? Votre demande n'est pas crédible. Il n'y a pas de sources, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas de documents qui montrent vraiment que ce que vous dites, par exemple, que vous êtes persécuté à cause de la religion, et on regarde vous venez de quel pays, et on regarde, on s'informe. Il faut savoir, l'immigration s'informe, ils ont un peu une idée générale sur ce qui se passe dans le monde, et ils regardent. Il y a rien de ce que vous présentez qui se passe dans ces pays. Donc, ce n'est pas crédible. On ne va pas vous donner l'asile seulement parce que vous avez dit. Donc, votre demande n'est pas crédible parce qu'il n'y a pas de preuves pour soutenir pourquoi est-ce que vous demandez l'asile aux États-Unis.
Autre raison, ça peut être la demande tardive sans raison valable. Comme je dis, quand vous venez aux États-Unis, du moment où vous êtes entré aux États-Unis, vous avez une année pour demander l'asile. Si vous ne demandez pas l'asile dans une année qui se passe, vous devez donner des raisons valables. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé d'asile pendant une année? Les raisons valables, ça peut être, par exemple, vous êtes venu ici aux États-Unis comme touriste. Et dans une année, vous n'avez pas demandé l'asile et vous vous préparez de rentrer dans votre pays et quelque chose se passe dans votre pays. Je vais donner l'exemple. Par exemple, vous êtes un père de famille et on vous dit que votre fils a été tué parce qu'il était contre le gouvernement et que toute votre famille, on est en train de chercher toute votre famille. Ça veut dire quand vous êtes entré aux États-Unis, il n'y avait pas ces problèmes-là. Bah, au moment où vous cherchez à rentrer, il y a une situation nouvelle qui se présente et qui montre vraiment avec preuve que si vous rentrez dans votre pays, vous allez être persécuté et il y a des preuves. Là, c'est une raison que le juge ou l'officier de l'immigration peut comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé l'asile dans une année où vous êtes entré aux États-Unis et on peut vous écouter. Donc, à part cela, s'il n'y a pas de raison valable, votre demande d'asile sera rejetée. D'autres raisons d'exclusion peut être la criminalité grave. Vous êtes entré ici aux États-Unis ou des États-Unis et vous avez les records criminels très graves. Vous avez tué quelqu'un, vous n'avez pas obéi à la loi, vous avez menti que vous étiez citoyen américain, vous avez menti que vous étiez permanent résident, vous avez fait des persécutions, vous avez persécuté d'autres personnes. Vous êtes membre d'un groupe terroriste, on découvre que vous êtes membre d'un groupe terroriste quelque part dans le monde, où vous avez participé à des génocides et quand ils regardent votre parcours et ils voient ça, automatiquement, ils vont vous refuser l'asile ici aux États-Unis. Au moins qu'il y ait d'autres raisons, mais de tels cas graves comme ça, directement, vous êtes exclu des d'être approuvé pour l'asile. Et autre chose, si vous avez déjà une protection dans un autre pays. Par exemple, votre famille est en Europe et là-bas, vous êtes reconnu comme un réfugié et vous avez tous les documents permanents euh, en France et vous décidez, vous voulez venir ici aux États-Unis et vous prenez la même histoire qui y a été approuvée en France comme asile et vous amenez ça ici aux États-Unis pour demander l'asile. Non, on ne va pas vous donner parce que ces pays, par exemple, la France, c'est un pays qui protège des immigrants, qui protège les gens qui sont persécutés. So, vous avez déjà une protection dans un autre pays bien pour qui protège les immigrants. Donc, les États-Unis ne va pas vous donner une autre protection. Au moins qu'il y ait vraiment une situation grave qui prouve que vous ne pouvez pas rester en France ou dans ces tiers pays qui vous protègent quand vous avez demandé l'asile. Donc, vous ne pouvez pas avoir la protection dans deux pays différents ou plus d'un pays qui protègent les immigrés ou qui vous ont déjà approuvé avec l'asile. Autre chose, c'est être passé par un tiers pays sûr sans demander. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau dans certaines conditions, c'est-à-dire vous avez quitté votre pays, le Congo, vous vous êtes arrêté par la Belgique et après vous êtes venu ici aux États-Unis. Même si en Belgique, vous n'avez pas eu de documents ou vous n'avez pas été approuvé pour quel que ce soit l'asile ou réfugié, le fait que vous êtes passé par un pays qui protège les immigrants et que vous n'avez pas demandé l'asile là-bas, vous venez ici aux États-Unis pour demander l'asile. Maintenant, on ne veut plus accepter ce genre de conditions. Au moins qu'il y ait une condition, des conditions différentes. Quelles sont les conditions différentes? Vous êtes passé par la Belgique parce que c'était votre premier stop là, mais vous connaissez personne. Et même en Belgique, il y a des gens que vous fouillez dans votre pays qui peuvent vous atteindre. Disons par exemple que votre gouvernement a des gens bien placés en Belgique et ils sont
quand vous êtes arrivé là-bas, vous vous êtes rendu compte que ces gens peuvent vous faire du mal, d'autant plus que vous n'avez pas encore la protection de la Belgique et que vous avez eu une occasion de sortir de la Belgique et venir ici aux États-Unis. Ça, ce sont des conditions que l'officier de l'immigration, le juge de l'immigration peut voir et vous accorder l'asile, bien que vous soyez passé par un tierce pays. Et enfin, si vous vous présentez comme un danger pour la sécurité des États-Unis, c'est-à-dire que vous avez des passés criminels, or vous êtes venu ici pour monter un coup contre les États-Unis et on découvre cela, ou vous faisiez partie d'un groupe qui a de la haine contre les États-Unis et on découvre, c'est pour cela que je vous disais, quand vous remplissez, vous devez remplir les I-589, il y a ce genre de questions là-dedans. C'est pour cela, il est très important de trouver quelqu'un pour vous aider et vous expliquer les questions, les idées derrière les questions qui sont posées. Parce que vous pouvez répondre à une question sans savoir que vous vous vendez vous-même et ça peut retourner contre vous. So, quand on découvre que vous êtes un danger pour la sécurité des États-Unis, et je vous garantis, ils font des recherches. Ils font des recherches et ils trouveront si vous avez un lien quelconque aujourd'hui d'ailleurs, avec l'USCIS, avec le tribunal de l'UMIC, on regarde les réseaux sociaux, on regarde si vous êtes dans le Facebook, TikTok, qu'est-ce que vous dites, quelles sont vos pensées, on regarde, on peut même demander votre téléphone, les records de votre téléphone et regarder quel genre de conversation vous avez. Vous savez, nous parlons de la politique, peut-être innocemment. Oh oui, les États-Unis, ce sont eux qui tuent les gens dans mon pays. Ça prouve une certaine haine contre le pays pour lequel tu demandes l'asile. Et ça peut être, ils peuvent considérer ça comme un danger contre les États-Unis. Et vous savez que la sécurité des États-Unis, c'est le numéro un de tous citoyens américains. Voilà, pour récapituler tout ce que nous avons dit, l'asile est ouvert à toute personne qui est persécutée, qui sont ou qui a des preuves qu'il est persécuté dans son pays d'origine et il peut venir ici demander l'asile dans une année de sa présence ici aux États-Unis. Là, il va aller à la procédure affirmative et si vous avez dépassé une année pour une raison ou une autre ou vous êtes rentré illégalement ici aux États-Unis, on va vous envoyer vers la procédure défensive et là, vous avez 180 jours après avoir demandé votre asile pour demander le permis de travail et vous pouvez commencer à travailler en attendant que votre demande puisse être approuvée et nous avons parlé de 5 raisons pour lesquelles vous pouvez demander l'asile ici aux États-Unis et quels sont les droits, les responsabilités, les défis et les refus d'être accepté comme asile ici aux États-Unis. Merci bien et encore, on vous encourage. N'ayez pas peur, soyez ouverte à demander de l'aide si vous ne pouvez pas. Il y a toujours des ressources. Trouvez un spécialiste de l'immigration pour vous aider dans cette procédure de l'asile. Merci beaucoup et bonne chance à vous tous.